Messieurs, je vous laisse prendre un micro en bas de ces quelques marches. Voilà, Mathias, comme on vous l'avait promis, qui nous a rejoint pour répondre à vos questions. Alors, si vous voulez, on peut commencer tout de suite. Si vous avez déjà des questions à poser, sinon je commencerai. Je vois que monsieur au premier rang a une question. On vous écoute. Je ne sais pas, en revanche, si on a un micro, alors je peux faire volontiers l'hôtesse et vous le transmettre. Hop, c'est parti. Merci. Bonsoir. Je voulais savoir pourquoi vous avez eu envie de faire ce film. Et vous, Mathias, comment vous avez eu connaissance du projet et qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage? C'est un film qui est arrivé à moi chez Studio Canal, qui a eu l'idée de faire une réimagination du film de Jacques Deray, La Piscine, qui est un film mythologique, particulièrement ici en France. Et était pour moi une occasion d'utiliser quelque chose qui était universel, l'idée de 4 personnages tout ensemble dans un huis clos, et de voir les 4 engagés dans une bataille du désir et d'aller dans un endroit plus personnel, quelque chose qui a parlé à moi. Ça, c'est la raison. Luca et moi, on s'est rencontrés il y a, je pense, environ 4 ou 5 ans, pendant les Oscars, et on s'est fait un rendez-vous et il me parlait de ce projet Bigger Splash. Après, on s'est parlé plusieurs fois. Après, le projet il a disparu. Et il y a, je pense, 2 ans et demi, il m'a recontacté, il m'a dit, tu te souviens encore du projet dont je t'avais parlé il y a 4 ans, à Bigger Splash, on va le monter et j'aimerais beaucoup que tu en fasses partie. Donc j'ai relu le scénario et à travers les conversations que j'avais eues avec Luca, j'avais compris qu'il voulait vraiment faire une relecture du film, parce qu'il ne voulait pas toucher à l'original, mais s'inspirer du matériel de base et en faire autre chose. Et ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que ça parle, c'est comment dire, not a triangle, but a square, comment ça se dit? Un carré, enfin. Voilà, un carré de désir. Carré amoureux, là. Voilà, de désir. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, spécialement dans la forme dans laquelle Luca a construit ce film, c'est qu'il y a eu une légèreté, le film est plein de vie, plein de rock'n'roll, mais en dessous de cette surface, il y a beaucoup de loneliness. Comment ça? De solitude. Voilà, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup d'angoisse, et je trouve intéressant la dynamique entre ce que les gens expriment et ce qu'ils n'expriment pas, et comment ils expriment toujours l'inverse de ce qu'ils pensent vraiment et de ce qu'ils ressentent vraiment et dont ils ont vraiment besoin. Et donc il y a une énorme partie de sous-texte, aussi dans l'écriture, mais aussi dans la façon dont Luca a réalisé le film. Et ça, je trouvais un gros challenge. Une question? Oui, mademoiselle. Attendez, je vais me déplacer jusqu'à vous. Merci. Alors, moi j'ai quand même, je pense que ça aurait échappé à personne, la ressemblance, je ne sais pas si elle est fortuite ou pas, avec David Bowie pour le personnage de... moi j'ai trouvé qu'elle avait des airs de David Bowie. Je ne sais pas si je suis la seule, et je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez cherché à intégrer au film tout cet univers musical, qui est quand même très lointain de la version, originale. Et du coup, moi, pourquoi du coup avoir fait ce personnage muet? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas parler? Alors, le niveau musical du film commence avec l'idée que moi et David Kajganek, l'écrivain du film, a eu de faire une histoire des défis entre générations de maintenant. Et alors, on a pensé que quelqu'un qui vit dans la nostalgie et qui a une possibilité à
trouver une place au présent. C'est quelqu'un qui a vécu la grande saison du rock and roll et qui toujours pense que lui vive la même énergie, la même force de la jeunesse, mais la jeunesse n'est pas plus là. Aussi, la même nostalgie, c'est d'errer vers les amours qu'elle a perdus, Marianne. Et j'aimais beaucoup la contradiction entre la révolution falue de rock and roll et le pouvoir de la musique même. Et d'utiliser ça dans le film comme une sorte de trompe-l'œil était important pour moi. Pour cette raison, Marianne Lane est devenue une musicienne elle-même. Et on avait besoin de faire, de visualiser quelqu'un qui n'est pas nécessairement référé à Monsieur David Bowie. C'est plus une sorte d'idéal de le monde rock and roll camp. La personne qui en a pensé plus, c'est Chrissy Hynde, c'est pas David Bowie. Et après, on a travaillé avec la maison Dior sur les vêtements de Marianne Lane et on a demandé une robe de séquin et d'arriver à cette chose qui c'est très David Bowie. Et on a pensé, oh ouais, c'est David Bowie qui arrive chez nous. Elle parle pas parce que c'est un film sur la surcommunication. Il y a une sorte surchargée de paroles. Cette Harry qui parle toujours et qui ne s'arrête pas de parler et tout le monde s'est ennuyé par ça. Et il a pensé, peut-être c'est bien, c'est moi, c'est Marianne, et il y a une impossibilité d'utiliser la voix. Et alors il faut qu'elle trouve des autres moyens de communication. Pour moi, c'est une question de texture, de niveau. Il ajoute beaucoup de niveaux pour moi. Puisqu'on parle de musique, je pense qu'on fait référence à David Bowie avec Tilda Swinton parce qu'elle a aussi travaillé avec lui et du coup on les pense assez, dans notre esprit ils sont assez associés. Mais pourquoi les Rolling Stones? Et est-ce que c'est difficile, parce que c'est les Stones quand même, donc est-ce que c'était difficile d'avoir les droits de ces chansons, enfin, que vous utilisez dans le film? La présence des Rolling Stones dans le film, c'est le témoignage de ma capacité et la grandeur des studios Canal. Et de Ron Halpen, que c'est là. Parce que la première fois que j'ai dit, que j'ai rencontré eux, j'ai dit, pour moi c'est important que le film a un niveau électrique, analogique, rock and roll, et qui est le symbole de ça, c'est Rolling Stones. Alors on a mis les Rolling Stones dans l'histoire, dans les caractères de Harry. Il est devenu quelqu'un qui a vécu dans l'histoire de Rolling Stones même. Et alors, il est devenu important d'avoir la force de la musique aussi dans le film. Oui, monsieur, encore. N'hésitez pas à vous manifester. Pour continuer sur la musique, sur les flashbacks, on voit des scènes tournées en live. Enfin, est-ce que vous avez tourné des morceaux, enfin, est-ce que Tilda Swinton a chanté, enfin, en live ou pas, enfin... Oui, elle a chanté live. Worried About You. La chanson c'est Worried About You. Non, mais je parlais plus sur quand on voit les flashbacks qu'elle est sur scène. Ah, pourquoi pas, Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez tourné plus longtemps, enfin, est-ce que c'est juste... Est-ce qu'elle a chanté dans ces séquences du stade, où vous avez juste tourné Pour moi, c'est pas une question. Ce moment de le film, le début et le milieu, c'est pas une question de performance, c'est une question de la relation entre le public et le privé. C'est elle en face d'une multitude qu'elle ne connaît pas, et c'est une multitude qui adore elle, mais la multitude ne connaît pas elle. Cette réflexion entre les deux sujets, c'est un sujet individuel, un sujet collectif, c'est à la base de beaucoup de thèmes de le film. C'est pas une question de performance pour moi. Pour revenir à la première question de monsieur, en attendant que vous vouliez poser une question, j'en pose une. Vous avez tourné beaucoup avec Tilda Swinton, vous la connaissez bien depuis longtemps, donc on ne s'étonne pas que vous l'ayez choisi pour ce rôle. Mais comment connaissiez-vous Mathias? Pourquoi être allé le voir lors de cette fameuse soirée des Oscars? Comment le connaissiez-vous? Parce que quelqu'un m'a amené le DVD de Bullhead avant de la sortie du film aux États-Unis. Et j'aimais beaucoup le film, et j'aimais plus surtout Mathias. Et pour moi, Mathias, c'est corps cinéma, total.
Et alors j'ai demandé de rencontrer lui, on s'est rencontré dans un endroit à Santa Monica, non, à West Hollywood, chez Ridley Scott. C'est chic. C'est vrai, c'est super chic, mais toujours chic avec Mathias. Et on a commencé une conversation complètement libre. Ouais, dès le début, il y avait une complicité, il y avait une simplicité dans le rapport, et il y avait un déclic qui était très chaleureux, mais à la fois marrant et profond. On pouvait parler de cinéma, mais en même temps, on pouvait faire le con. Et voilà, donc il y avait quelque chose de très naturel qui s'est installé dès le début, en fait. Et c'est très rare de trouver un leading man qui n'est pas narcissiste et qui est super capable de montrer fragilité. Pour moi, c'est important, ça. Et je crois qu'il voulait voir dans l'écran beaucoup. C'est sûr. Quelqu'un, une question? Oui. Alors j'ai mademoiselle là-bas et après je descendrai vous ramener le micro, monsieur. Non, vous inquiétez pas, restez là-bas, je vais parler très très fort. Alors parlez très très fort. Merci. Tout au long du film se greffe à la trame le problème les migrants en fait. Je dois savoir pourquoi avoir intégré ce problème social et quelque part politique à ce film qui est effectivement très axé autour de la sensualité, comme le film original d'ailleurs. Et j'ai pas compris pourquoi c'était mis en parallèle en fait. Parce que c'est intégré au film. Je crois que la question c'est pour la présence de les migrants dans le film. Voilà. Et pourquoi dans un film sensuel, un niveau politique, social, que c'est comme on dit les cavoli a merenda en Italie. Alors, le film c'est un film sur la communication, je crois. Et c'est surtout un film sur la communication vers les autres, ou vers les grands autres, ou l'autre. Et sont des personnages totalement trompés dans une obsession self-référentielle, comme ça dit, autoréférentielle, qui sont dans l'impossibilité de reconnaître avec l'altérité qui est autour de eux. Et la première chose que j'ai décidé avec le rock'n'roll était de filmer le film à Pantelleria. Parce que je connais très bien l'île et je savais que l'île amenait une altérité violente et pas réconciliée, qui a été dans ma vision du film très importante comme quelque chose qui casse la autistique nature de le quartet, de le carré de ces quatre personnages. Et ce n'est pas une juste position gratuite pour moi, c'est plus important c'est la chose qui pour moi comment dire, fondamentale du film, parce que c'est pour moi les moments de la réalisation pour nous qui regardons le film de la décision que nous-mêmes vous avez en apprendre en face de la présence de l'autre. Et que fait Marianne Lane ou Paul dans le film, c'est une question qui s'est posée à nous, pour moi. C'est la réalité du monde en fait qui les rattrape dans leur espèce de micro-société. Oui, il y a un très beau revue de Variety qui a dit peut-être le biggest splash, c'est pas le splash dans la piscine, c'est le splash plus grand dans la Méditerranée. Je suis d'accord. Alors, monsieur, et après je vous apporte le micro. Bonsoir. Non, on a un peu coupé l'herbe sous le pied, mais je compte poser à peu près la même question, mais surtout avec les migrants, les Rolling Stones, on pense à Brian Jones, au niveau de la noyade, le thème de la noyade qui revient très souvent, bon, avec ce climax avec la mort de Harry, mais du coup les migrants, on voit au début, on en entend à peine parler à la télé, puis ils apparaissent réellement quand ils croisent les quatre en allant vers la piscine, en allant vers la cascade. À la fin, on les voit carrément dans une cage en dehors du commissariat, tandis que nos héros sont dans le commissariat. Vous avez vraiment fait un beau jeu de correspondance là-dessus, mais j'ai du mal à savoir pourquoi en fait, plus que les migrants qui rattrapent la réalité des personnages, pourquoi il y a un tel parallèle entre ces deux thèmes, l'extrême célébrité. Je crois que j'ai déjà répondu. Oui. Monsieur.
Alors pour revenir à la piscine, j'avais une question années 60. La première, c'est deux questions. Une petite question pour Mathias, un peu en forme de plaisanterie. Est-ce que Mathias est sur les traces d'Alain Delon? Bon, ça, on n'est pas obligé de répondre. Et la deuxième question, qui est un peu plus personnelle en direction du réalisateur, c'est quelles sont ses influences auprès des grands réalisateurs italiens, justement, des années 60? Question cinéphile. Comme on disait au début, Luca avait vraiment envie de réinterpréter le film. Et bien sûr, je m'étais conscient du fait que voilà, il y a un héritage. Mais en même temps, j'avais aucunement envie de me comparer ou me mesurer à Alain Delon. Alain Delon, c'est un grand comédien. Et donc, pour avoir la possibilité de travailler en toute liberté, j'avais décidé de ne pas voir le film. Et comme ça me donnait la possibilité d'avoir une approche très, très ouverte et très libre. En sachant que, bien sûr, à un certain point, les gens vont relier mon personnage et ma performance à la performance d'Alain Delon. Mais voilà, Alain Delon, c'est Alain Delon, on ne touche pas. C'est comme Johnny Hallyday, Jacques Brel, voilà, c'est des icônes, voilà, il faut connaître sa place. Le film de Jacques Deray, c'est au milieu de la nouvelle vague, et la nouvelle vague, pour moi, était très formatif. Et la nouvelle vague a regardé toujours deux grands maîtres comme des génératifs pour la génération de la nouvelle vague, c'est Jean Renoir et Roberto Rossellini. Et alors, je crois que mon réponse est Roberto Rossellini. Oui, mademoiselle. Non, mais je peux parler fort. Effectivement, je vous entends. Non, ben, juste pour rebondir sur ce que disait Mathias, alors vous avez préparé le film sans regarder le film de Deray. Est-ce que après avoir tourné, vous l'avez regardé? Non, pas encore. J'ai la honte. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Parce qu'on est obligé de faire le... Bien sûr, bien sûr. Canal peut réparer cette... Voilà. Non, mais je suis très curieux de voir le film, c'est clair. En plus, il y a Romy Schneider, donc je suis très curieux de le voir, c'est sûr. Alors dans la piscine, il y a un très beau casting, mais dans votre film, Big Splash, il y a un très beau casting aussi. On a parlé de Tilda, on a parlé de Mathias, mais il y a aussi Ray Fiennes, il y a aussi Dakota Johnson. Est-ce que vous pouvez nous parler d'eux? Pourquoi eux? Rafe, toujours, j'aimais lui quand j'ai vu Schindler's List, The End of the Affair, Strange Days. Il est un des plus sublimes acteurs de sa génération, tellement intense, bruyant. Et j'ai vu le trailer de Grand Budapest Hotel et j'ai vu ce personnage en rose qui est glissant sur la surface de l'hôtel. Je pensais, ouais, ça c'est pas mal, hein? Alors j'ai demandé de rencontrer lui et j'ai rencontré Rafe. Il est toujours intense, tu sais, que tu regardes comme ça. Et elle m'a regardé comme ça. Je lui ai amené le scénario. Il m'a appelé une semaine avant. Il m'a dit, OK, je suis dans le film. Il était très précis, très préparé. Toujours, tout leur cas c'est très précis. Mais chacun va dans une personnelle façon. Rafe, c'est la façon obsessive. Dakota, c'est une rencontre que j'ai eue à la fin du casting, presque proche à tourner le film. J'ai rencontré beaucoup de jeunes filles, quelqu'un très important, star, mais toujours j'étais, comment dire, il y a quelqu'un que je cherchais qui n'est pas là. Et alors un ami m'a dit, il faut que tu rencontres la fille qui maintenant tourne 50 Shades of Grey. Le film de James E.L. James. Et alors elle est venue en Italie parce qu'elle est en France et j'ai rencontré Dakota. Dakota, c'est la nièce de Tippi Hedren, la fille de Melanie Griffith. La petite fille de Tippi Hedren. La petite fille de Tippi Hedren. C'est le cinéma incarné pour le monsieur le cinéphile. Et pour moi-même. Et alors, je pensais déjà, ça fait beaucoup pour moi. Mais je crois que Dakota, c'est très intelligent. Il y a quelque chose de très sharp. I don't know how to say in French.
Aiguisé, aiguisé. enfin, ouais, Qui- précis, qui- on pourrait dire non, précis non, aussi, c'est d'ailleurs. super bien. Et il y Mais il y a a quelqu'un aussi pour Aurore faire Clément. plaisir à, voilà, ça veut dire pour faire plaisir à notre ami cinéphile, il y a Aurore Clément qui est quand même, voilà, une grande comédienne et elle aussi une icône du cinéma français. J'adore. J'ai tourné avec Aurore déjà un petit court-métrage et j'adorais, j'aime Aurore beaucoup. Alors j'ai appelé elle, j'ai dit il faut que tu viennes à Soulier pour faire quelque chose avec moi. Et il y a aussi une très... j'aime beaucoup Lily McManamy qui a joué dans les rôles de Sylvie, que c'est une modèle qui a fait le début ici. Mathias, vous avez été jusqu'à présent très gâté au cinéma avec vos partenaires féminines. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de Tilda Swinton, qui est, quand même, au-delà de l'actrice, c'est quand même c'est un personnage pour nous Voilà, spectateurs. c'est clair, c'est une grande artiste avec une intelligence particulière, une sensibilité particulière. Elle a une lecture elle avait une lecture très originale, voir son idée de dire voilà, mon personnage il va pas parler. Et au début, la première fois que Luca m'en avait parlé de cette idée, je me dis ah, c'est surprenant, comment on va faire, parce qu'il y a quand même plein de scènes où on est censé se parler, et donc comment on va faire. Mais comme c'était un choix très audacieux, en même temps c'était un choix qui tout à coup il ouvre un univers complètement différent et une sensibilité complètement différente à leur relation. Et donc voilà, au début ça me faisait peur, mais après j'ai vu que c'était un grand cadeau en fait. Et donc ça montre aussi à nouveau l'intelligence et le talent de Tilda. Une question? On va boire un truc. Bon, oui, je donne. Ou encore? Profitez-en, vous avez raison. Donc, ma question c'est plus pour Mathias. Yes. Donc il y a quelques semaines j'ai eu l'occasion de rencontrer le réalisateur de Belgica et celui des Ardennes. Ouais. Donc vous deviez jouer dans ces deux films. Ouais. Et du coup, est-ce que vous comptez travailler avec Félix ou Robin prochainement? Bien sûr, avec plaisir. Ce sont deux réalisateurs que j'aime beaucoup et qui ont un grand talent. Et donc si le temps le permet, bien sûr, avec plaisir. Et du coup, vous avez vu les deux films ou pas? Non, pas encore. Pas encore. On fait la promo tout le temps pour les autres films, on n'a pas le temps de regarder les films. Bien, est-ce qu'il y a encore une dernière question? Monsieur? Ne me tirez pas trop longtemps, on est en train de suer ici. Il fait tellement chaud. Bonsoir, donc bravo pour le film. J'ai été très étonné par la réalisation parce que autant il y avait des éléments plutôt classiques et des éléments qui venaient briser le rythme, comme les regards caméra lorsque Ralph Fiennes et Tilda Swinton se parlent, et pourquoi avoir fait ce choix de réalisation? Le moment de Harry et Marianne à la fête de San Gaetano contre les murs bleus, c'est le moment plus ouvert entre les deux. Il y a une impossibilité de se comprendre, mais c'est le moment que les deux sont complètement ouverts à l'attention de l'autre. Alors je pensais que pour avoir ça, je me souviens de Ingmar Bergman qui utilisait cette méthode de voir dans la caméra, et alors j'ai retourné là, comme un moment d'intimité. Merci. Voilà, je crois on va remercier donc Luca Guadagnino et Mathias Kunartz.